Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Le bijoutier Henri Cutter se dirige vers l'hôpital à petits pas pressés. Henri Cutter est un petit homme replet, chauve, avec des yeux bleus, derrière des lunettes cerclées d'acier. Il tient une mallette à la main. À l'intérieur, sur le velours noir des compartiments successifs, il a placé ses plus belles pièces, des bagues ornées de diamants, comme lui a demandé le père Murphy. À la dernière minute, il a ajouté quelques bracelets et même un collier, on ne sait jamais. Un client peut toujours se laisser tenter. Henri Cutter n'aime pas se déplacer avec de la marchandise d'une telle valeur. Il y en a au moins pour 20 000 $. Habituellement, il demande aux clients de venir jusqu'à sa boutique, c'est plus sûr. Mais cette fois, il n'a pas osé refuser quand le père Murphy lui a téléphoné pour lui demander ce service. Il s'agit de présenter des pièces à un malade, un mourant, d'après ce que le prêtre a laissé entendre, qui veut offrir un dernier bijou à sa femme avant de disparaître. Touchante et pathétique histoire, se dit le bijoutier, et peut-être aussi excellente affaire. Il aime beaucoup le père Murphy. C'est un prêtre qui doit être nouveau dans la paroisse, car il n'est apparu que depuis peu en ville. Il sait dire un mot gentil à chacun, les riches comme les pauvres. Mais surtout, ce qui force la sympathie, l'admiration, c'est la manière dont il supporte son handicap. Quel courage! Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, se demande le bijoutier tout en poursuivant son chemin. Une attaque de paralysie, sans doute. Il n'y a que ça qui puisse produire cette espèce de déformation de la bouche du côté droit et cette raideur dans la jambe droite qui le condamne à marcher en boitant. Malgré cela, le père Murphy a le sourire et dans ses yeux bleus une expression sereine qui appelle le respect. Henri Cutter entre dans les bâtiments de l'hôpital et se dirige vers la salle d'attente où le prêtre lui a donné rendez-vous. L'ecclésiastique est déjà là. Sa haute silhouette claudicante, vêtue de gris, s'approche. Il a un large sourire aux lèvres. « Merci vraiment, monsieur Cutter, de vous être dérangé, » dit-il. Il guide le commerçant vers 2 chaises vides dans un coin de la pièce et commence à lui expliquer. « Figurez-vous que ce paroissien, auquel je m'efforce d'apporter le réconfort de la religion, vient de s'aviser que c'est bientôt son anniversaire de mariage et il veut absolument offrir un bijou à sa femme, un dernier. C'est émouvant, n'est-ce pas ?» « Ah oui, oui, mon père, approuve Cutter. Mais cet homme est si malade ? Hélas, je le crains, répond l'abbé Murphy. Le pauvre est vraiment dans un état critique, à tel point qu'on ne lui permet aucune visite, sauf les miennes, bien entendu, puisque je suis son conseiller spirituel. Oui, je crois que Dieu a décidé de le rappeler à lui, et je prie pour qu'il l'accueille en son paradis. Mais comment vais-je pouvoir lui présenter les bijoux, mon père ? Interroge très prosaïquement Cutter. Vous ne pourrez pas, explique l'abbé, c'est moi qui le ferai. Henri Cutter est brusquement la proie d'un cruel embarras. Jamais, au grand jamais, il ne se sépare de sa mallette quand il lui arrive exceptionnellement de l'emmener en ville. L'idée qu'elle puisse être transportée loin de lui, disparaître de sa vue, lui creuse un vide dans la poitrine. L'abbé a un rire un peu enfantin. Bien sûr, je ne m'y connais pas beaucoup en bijoux. Il va falloir que vous me donniez quelques indications pour que je puisse me transformer en vendeur. Henri Cutter se fait très très vite des reproches. Mon Dieu. Mais si un homme mérite sa confiance, c'est bien le père Murphy.
Comment peut-il hésiter à lui confier sa mallette? Il pose cette dernière sur une chaise et l'ouvre. Un à un, il soulève les petits plateaux capitonnés de velours noir où scintillent les joyaux et donne des précisions sur les qualités et les prix de chacun. Le prêtre écoute avec une expression sérieuse et attentive, comme un bon employé écouterait les instructions de son patron. Le bijoutier en est touché et admire qu'un tel homme puisse montrer tant de simplicité dans son comportement. Il referme la précieuse valise et la tend à l'abbé Murphy. « J'espère que ce ne sera pas trop long, » dit ce dernier. « Mais j'aime mieux vous prévenir, quelquefois le pauvre homme est long à réagir à cause des médicaments ou de la maladie, je ne sais pas. Il se peut que le choix de la bague lui prenne un certain temps, alors ne vous impatientez pas, surtout. »« J'attendrai aussi longtemps que ce sera nécessaire, mon père, » assure le bijoutier. « Ne vous tourmentez pas à ce sujet. » Le prêtre pose sa main sur le bras du commerçant. « Merci. Vous êtes bon. Dieu vous le rendra. » De sa démarche très sautante, l'ecclésiastique s'éloigne, passe la porte et disparaît avec, dans la petite valise, tous ces petits objets si précieux fixés sur le velours. Il se trouve maintenant dans un couloir tout blanc qu'il parcourt péniblement de bout en bout, passe une porte qui donne sur un patio embaumé par l'odeur des fleurs, le traverse et entre dans un autre bâtiment. Là, il lui faut encore suivre tout un dédale de couloirs. Malgré les difficultés de sa marche, il semble se hâter sans doute. Veut-il éviter de faire trop attendre le bijoutier si complaisant? Il ouvre une dernière porte et se retrouve dans le parking, à l'arrière de l'hôpital. 10 minutes plus tard, le père Murphy roule dans les faubourgs de la ville. Sur son visage, l'allégresse a fait place à la sérénité. Quand il juge être suffisamment loin de la ville, il s'arrête au bord de la route et, rapidement, enlève son veston gris de clergyman avec la petite croix au revers. « Au revoir, père Murphy, et à bientôt !» dit-il. Il enfile un pullover qu'il transforme en voyageur anonymé. C'est un être nouveau qui tourne la clé de contact et reprend la route. « Tu es un homme formidable, Franklin Whitson », se félicite le faux prêtre. « Oui, vraiment un homme formidable. » Puis, il se met à siffloter. De temps en temps, il pouffe de rire en pensant à la tête qu'a dû faire le bijoutier en s'apercevant que le père Murphy avait disparu avec le trésor. Franklin Whitson continue de s'adresser des félicitations. « Encore une fois, se dit-il, j'ai été parfait dans le rôle de l'ecclésiastique méritant. Il faut dire que ce personnage a toujours beaucoup de succès. Mais je me demande si ça n'est pas le plus performant, celui qui me rapporte les plus gros bénéfices. Oui, c'est sûr. Il m'inspire, ce personnage, il m'inspire de meilleurs coups. Carol Smith, par exemple, le détective, ou que George Fletcher, le gigolo, sans parler de Léonard, le pickpocket, qui, lui, il faut bien l'avouer, a quand même beaucoup moins de classe. » L'escroc tapote d'une main la mallette posée à côté de lui. Elle va lui permettre de passer quelques mois tranquilles, de mener la grande vie. Épatant. Bientôt, il passe la frontière de l'État et se retrouve dans l'Oregon. Il peut rouler un peu plus vite maintenant. Franklin Whitson se paie une petite pointe de vitesse, au risque de se faire repérer par la police, mais il ne déteste pas frôler le danger, quelquefois. Quand la nuit tombe, il s'arrête dans une petite station balnéaire, un endroit rustique qui lui semble très agréable. Il décide de louer un chalet et de s'offrir les jours suivants quelques petites balades en mer et des parties de pêche. Plus besoin de faire des économies comme ces derniers temps. Il est riche à nouveau et il peut faire ce qu'il désire. Ce soir-là, notre escroc s'endort en faisant quelques projets mirifiques et des rêves agréables peuplent sa nuit. Au petit matin, un gai soleil le réveille, ce qu'il décide à commencer tout de suite les réjouissances. Le propriétaire des chalets lui indique un bateau de pêche pour touristes susceptible de prendre un passager supplémentaire et bientôt, il embarque le cœur joyeux.
Bien que le poisson ne morde pas beaucoup ce matin-là, la bonne humeur de Whitson ne se laisse pas entamer pour si peu. Il lie connaissance avec les autres touristes. Il y a là une veuve bien intéressante, avec des diamants aux oreilles et une autorité qui en dit long sur son compte en banque. Franklin Whitson est tenté de se métamorphoser en George Fletcher, le gigolo. Mais finalement, il y renonce. Non, il a bien gagné de vraies vacances. Il préfère se lier d'amitié avec un dentiste de Sioux City, un homme très bavard qui entreprend de lui raconter ses exploits de pêcheur. Dans l'après-midi, quand le bateau est de retour au port, Whitson prend congé de son nouvel ami en promettant d'aller le voir à Sioux City. Il prend ensuite le chemin du chalet, un peu assommé par le vent du large, mais parfaitement heureux. « Franklin, tu sais vraiment profiter de la vie, se dit-il. Tu es un homme formidable. » Devant le petit perron de bois, un homme l'attend. C'est le shérif du lieu, un homme rablé qui porte un magnifique collier de barbe. « J'aimerais que vous veniez avec moi, monsieur, » dit-il. Notre escroc a véritablement l'impression que le ciel vient de lui tomber sur la tête. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Comment ce coup du père Murphy, à la fois simple et génial, a-t-il pu échouer ? Whitson n'a laissé aucune trace derrière lui, il le sait, il en est sûr. S'agirait-il d'un miracle ? Se faisant passer pour un ecclésiastique sympathique et généreux, l'escroc Franklin Whitson est parvenu à subtiliser une mallette pleine de bijoux à Cutter, un bijoutier trop confiant. Mais alors qu'il goûte un repos bien gagné, dans l'état voisin, un shérif lui demande de le suivre. Il n'y a vraiment pas de justice. Whitson sent un grand frisson le parcourir. « Mais pourquoi ?» parvient-il à demander d'une voix à peu près normale. « Vous ne vous en doutez pas, monsieur ?» demande le shérif, qui ajoute « Mais est-ce que vous vous sentez bien? Vous êtes blanc comme un linge. » L'océan était un peu agité, explique Whitson, et je ne suis sans doute pas un vrai loup de mer comme je le croyais. Alors, shérif, dites-moi, que se passe-t-il? Le représentant de l'ordre lui désigne la rangée de chalets parmi lesquels se trouve celui de Whitson et explique « Cette nuit, toutes les maisons ont été visitées par des cambrioleurs. Heureusement, ils ont été arrêtés ce matin et nous avons récupéré tout ce qu'ils avaient dérobé. » Le cœur de Whitson cogne dans sa poitrine. Est-ce que la mallette a été volée? Ce matin, il se sentait tellement en sûreté qu'il n'a même pas songé à s'assurer qu'elle était toujours là. Maintenant, pas question de reconnaître qu'elle lui appartient. « Je ne crois pas qu'on m'ait volé grand-chose, shérif, » dit-il. « Je m'en serais aperçu. D'ailleurs, j'ai mon portefeuille, voyez. Je l'ai repris ce matin sur la table de nuit où je l'avais posé, et il ne me manquait pas d'argent. »« Ouais, ils ont sans doute pas osé s'approcher trop près de vous de peur de vous réveiller, » explique le barbu. « Mais à mon avis, ils vous ont bien emprunté un objet. »« Des vêtements, peut-être, » concède Whitson. « Vous permettez que j'aille vérifier ?» Le représentant de l'ordre accepte de bonne grâce et Whitson rentre dans son chalet. Les dents serrées, il fait des recherches désespérées, mais la mallette de Cutter contenant les bijoux a bien disparu. Il se sent furieux et horriblement vexé. « Ton instinct aurait dû te réveiller lorsqu'on te volait ton magot, » se dit-il. « Tu baisses, Franklin Whitson, tu n'es pas aussi formidable que tu le croyais. » En attendant, il faut faire face et nier être le propriétaire d'un objet aussi compromettant, car le shérif est sûrement au courant du vol. Le bijoutier n'a pas manqué de porter plainte. Whitson sort du chalet et rejoint le shérif. « Il ne me manque absolument rien, shérif, » dit-il. « C'est curieux, ça, » remarque le policier d'un air ironique. « J'aimerais pourtant que vous m'accompagniez jusqu'à mon bureau, si ça ne vous fait rien. » Le shérif monte dans sa voiture et Whitson le suit dans la sienne. Une fois arrivé à destination,
Le barbu fait asseoir Whitson. Il est toujours parfaitement aimable, trop aimable même. Sans doute est-il persuadé que le voleur volé se tient devant lui et qu'il va bientôt pouvoir le mettre derrière les barreaux. La perspective de boucler si vite une affaire le met de bonne humeur. Le voilà qui sort la fameuse mallette d'un tiroir et la présente à Whitson. « Alors, reconnaissez-vous cet objet ?» demande-t-il. « Jamais vu », répond aussitôt l'escroc. Le shérif fait jouer la serrure et, sans un mot, soulève un à un les plateaux recouverts de velours noir où les joyaux semblent lancer des clins d'œil moqueurs à leur voleur. « Alors ?» insiste le policier. « Mais pourquoi voulez-vous que tout cela soit à moi ?» proteste Whitson. « Je ne suis pas placier en bijouterie ou quelque chose de ce genre. » Le policier le regarde maintenant avec un air beaucoup moins aimable. « Figurez-vous que j'ai procédé par élimination. Tous les propriétaires des chalets cambriolés sont venus récupérer leurs biens, et voilà ce qui me reste. » Whitson sent le piège qui se referme sur lui, mais il réussit à plaisanter. « Ah, écoutez, c'est gentil de vouloir me faire un cadeau, shérif, d'autant que Noël approche, mais vous ne trouvez pas que c'est un... Vous persistez à dire que cette mallette ne vous appartient pas ?» insiste le représentant de l'ordre. « Mais non, shérif, je vous assure !» Le shérif se tourne vers un adjoint qui tape à la machine dans un coin et lui fait un signe mystérieux. L'homme se lève et va ouvrir une porte qui donne sur une pièce attenante. « Vous pouvez venir, monsieur !» lance-t-il d'une voix traînante. Et Whitson voit entrer Henri Cutter, le bijoutier. Cette fois, il est perdu. Derrière ses lunettes d'acier, les yeux bleus du commerçant sont posés sur lui, sérieux mais nullement furieux, comme on pouvait s'y attendre. « Alors, vous le reconnaissez ?» demande le représentant de l'ordre au bijoutier. « Hein, pardon, je reconnais qui ?» répond Cutter d'un air étonné. « Mais qu'est-ce que ça signifie ?» s'exclame le shérif. « L'homme qui est devant vous, c'est pas ce fameux curé qui vous a trompé et volé ?»« Ah non, shérif, c'est pas lui du tout, pas du tout !» affirme péremptoirement le bijoutier. Ouf. Whitson revient de loin. Il commence à reprendre espoir. Le comportement de Cutter paraît bien incompréhensible, mais qu'importe, on verra plus tard. L'essentiel, c'est de sortir des griffes du shérif, et il semble bien que le bijoutier soit disposé à l'y aider. « Pourtant, le signalement correspond !» insiste le policier. « Bien sûr, il n'a pas la bouche de travers et il ne boite pas de la jambe droite, mais ça prouve rien. Il pouvait très bien simuler cette infirmité. » « Non, je suis certain, je n'ai jamais vu ce monsieur de ma vie, » confirme le bijoutier. « Je comprends votre déception, shérif. Vous espériez que votre travail était terminé, mais hélas, il va vous falloir encore le chercher, ce fameux père Murphy. En tous les cas, il est bien passé par ici, puisqu'il a trouvé le moyen d'y être cambriolé, n'est-ce pas ?» Sur ces mots, le bijoutier éclate de rire. Il s'approche du shérif dépité, qui lui remet la mallette, et il se dirige vers la porte pour sortir. En passant, il s'adresse à Whitson. « Vous avez eu bien des ennuis à cause de moi, monsieur. Je serais bien heureux de vous offrir un verre pour me faire pardonner. »« Volontiers, » répond Whitson. « Shérif, vous n'avez plus besoin de moi, je suppose. »« Foutez-moi le camp tous les deux !» hurle le policier d'un air agacé. Dans la rue, les deux hommes se jettent un coup d'œil circonspect, puis marchent côte à côte en s'éloignant du bureau du shérif. Après avoir emprunté plusieurs rues, ils entrent dans un bar et s'installent dans un box obscur. « Pourquoi ne m'avez-vous pas livré ?» demande Whitson. Le bijoutier a un sourire mystérieux. « Vous m'avez bien roulé hier, hein? Et de plus, vous m'avez rendu ridicule. Il y a eu un article dans la presse et toute la ville en a fait des gorges chaudes. Alors j'estime que vous me devez une compensation dont vous ne pourriez pas vous acquitter si vous alliez en prison. »
Si je comprends bien, vous n'avez pas agi par pure bonté d'âme, en conclut l'escroc. C'est un petit chantage que vous vous proposez de faire, n'est-ce pas? Combien voulez-vous? 2000 $, répond le bijoutier. Les idées galopent à toute vitesse dans la tête de Whitson. Il fixe son interlocuteur sans rien dire pendant quelques secondes. Pour être franc, Monsieur Cutter, je n'ai pas cette somme à mon compte en banque. Et je ne suis pas prêt de l'avoir, mais j'ai une autre proposition bien plus avantageuse à vous faire. Si on vous les dérobait de nouveau, ces bijoux. Quoi? S'exclame Cutter. Qu'est-ce que vous racontez? Non, vous avez un long trajet à faire pour rentrer chez vous, explique Wilson. Vous allez devoir vous arrêter pour dîner. Qu'est-ce qui empêche, au moment où vous sortirez du restaurant, que quelqu'un vous arrache la mallette des mains et file en voiture? Le bijoutier écoute avec une grande attention. Je suppose qu'un commerçant avisé comme vous est largement assuré, poursuit Whitson. Cutter fait un signe affirmatif. Eh bien, conclut Whitson, vous toucherez donc la valeur des bijoux. 20 000 $ environ. En plus, je vous remettrai la moitié de la somme que j'obtiendrai en écoulant la marchandise, c'est-à-dire 4 000 ou 5 000 $. Parce que vous imaginez que je vais vous faire confiance et vous remettre la mallette? S'exclame Cutter. Oui, non, je comprends vos réticences, répond Whitson, et je reconnais qu'elles sont légitimes. Aussi, je vais vous donner un gage. Mon propre portefeuille avec mes papiers. Comme ça, vous pourrez à tout moment me dénoncer à la police. Je serai entièrement à votre merci. Il sort son portefeuille de son veston, le tend au bijoutier qui finit par s'en emparer. Cutter regarde l'escroc et hésite. Mais l'affaire est si tentante. D'accord, dit-il brusquement, je vous donne la mallette. Quand vous me remettrez l'argent, je vous rendrai votre portefeuille. Les deux hommes se fixent un rendez-vous, puis sortent du bar. Ils remontent chacun dans leur voiture et s'éloignent dans des directions diamétralement opposées. Whitson retourne au chalet, où il prend sa valise et y règle sa note. Puis, il repart et roule le long de la côte. Tout en respirant les vivifiantes effluves de l'air marin, notre escroc fait le point. Finalement, le père Murphy a réussi son arnaque, mais avec l'aide de Léonard le pickpocket. En effet, c'est ce dernier qui a fourni le portefeuille qu'il vient de remettre à Cutter. Sur le bateau de pêche ce matin, il n'a pas pu s'empêcher de réapparaître et de subtiliser le portefeuille de ce dentiste de Sioux City, cet homme si bavard avec qui Whitson avait particulièrement sympathisé. De sorte que c'est sur l'arracheur de dents que le bijoutier tombera lorsqu'il essaiera de retrouver son voleur. Franklin Whitson peut partir tranquille avec les bijoux qui sont à nouveau dans la mallette sur la banquette à côté de lui et 500 $ trouvés dans le portefeuille du dentiste. Eh, mon Dieu, il n'y a pas de petits bénéfices. Merci, Père Murphy, dit-il. Je vous promets qu'à la prochaine ville, je vous ferai brûler un cierge. Entre nous, je vous dois bien ça. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.